Bonjour à tous, Mathieu Caillé, je suis directeur du développement tiers distribution chez OFI et je suis très heureux de vous accueillir pour cette conférence téléphonique sur les actions américaines. Avant de commencer, je vous précise que vous avez la possibilité de nous adresser des questions auxquelles nous répondrons pour des raisons techniques par écrit. Pour animer cette conférence, je suis accompagné par Philippe Quillet, analyste gérant du fonds OFI Invest US Equity. Salut Philippe. Bonjour Mathieu. Comment vas-tu? Écoute, ça va, Bon, et toi? écoute, ça va bien, ça va bien. Alors, pour nos auditeurs, je tiens à préciser que confinement oblige, nous ne nous voyons pas avec Philippe, donc c'est un exercice qui est un petit peu particulier. Peut-être avant de commencer sur la partie analyse macro, vous rappeler de quoi il s'agit. Donc, OFI Invest US Equity est un fonds qui a été lancé en 2004 et qui s'adresse aux investisseurs qui cherchent à s'exposer à long terme sur les actions américaines. La gestion de ce fonds est un peu particulière puisque nous pratiquons de la délégation de gestion à 3 partenaires que nous avons sélectionnés et qui affichent des styles différents et complémentaires. Et c'est Philippe, dans le cadre de son allocation, qui va allouer les mandats à ces 3 partenaires sociétés de gestion américaines. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet, si vous le voulez bien. Et pour commencer sur la partie macroéconomique, il ne nous aura pas échappé que nous avons intégré dans notre invitation une citation de Warren Buffett. Alors, si elle est un peu présomptueuse, il n'en reste pas moins vrai que l'économie américaine a montré une forte résilience lors des précédentes crises, ainsi qu'une grande capacité de rebond. Philippe, penses-tu que l'économie américaine fera preuve de la même capacité de résilience et de rebond dans cette phase de crise, aussi inédite par sa nature que par son ampleur? C'est ma première question. La deuxième question, c'est quelle est ton analyse sur les mesures politiques et banques centrales qui ont été mises en œuvre? Et puis enfin, peux-tu nous donner ton sentiment sur le marché des actions américaines actuellement? Oui, alors merci beaucoup Mathieu. Bonjour à tous. Je vous remercie pour votre écoute ce matin et j'espère que vous, vos familles, vos proches, vos collègues se portent bien. En effet, comme tu le dis Mathieu, cette période est inédite. Jamais je n'aurais pu penser avoir à commenter certaines des données que nous allons vous présenter ce matin. Mais oui, l'Amérique a toujours fait preuve de résilience et d'une capacité d'innovation hors norme. Elle a par le passé eu à affronter, comme nous, Européens, des crises sanitaires, mais elle n'a jamais été confrontée à un arrêt quasi complet de son économie. Elle n'a jamais eu à gérer les effets secondaires d'un confinement général, comme celui vécu, par exemple, sur les marchés financiers, sur les marchés pétroliers, cette semaine. Alors, on va tenter de décortiquer ensemble les effets de ce confinement et les opportunités qui émergent de cette crise sanitaire et économique en 3 parties. D'abord, nous allons vous décrire l'environnement actuel. Nous reviendrons ensuite sur les fondamentaux des marchés américains. Puis enfin, on parlera du portefeuille. Alors, l'Amérique vit confinée depuis mi-mars. Les images de New York à Los Angeles en passant par Chicago sont assez saisissantes. C'est le pays le plus touché par la pandémie, avec plus de 740 000 cas confirmés et près de 40 000 décès. Mais on constate un ralentissement du rythme de progression du virus plutôt qu'anticipé, comme on le voit sur le graphique de gauche, qui a certainement été aussi un facteur de soutien pour les marchés. On y reviendra. New York est l'épicentre de cette crise et sera probablement le dernier État à sortir du confinement, alors que d'autres commencent progressivement à se déconfiner dès cette semaine. Les décisions politiques pour contenir la pandémie ont pour conséquence un choc soudain et brutal de l'économie. Le FMI prévoit une baisse de la croissance de 5,9% cette année et il n'aura fallu que 4 semaines pour voir le nombre d'inscrits au chômage atteindre les 20 millions. Donc, c'est un record absolu en termes de rapidité. La réponse de la Banque centrale est immédiate et totale. En quelque sorte, la Fed fait tapis. En moins de 2 semaines, elle baisse ses taux directeurs à 0. Elle crée 6 facilités de crédit distinctes et ciblées pour soutenir
les marchés en liquidité en intervenant sur des segments très spécifiques, et notamment le marché du high yield, et en encourageant les banques à davantage de souplesse à l'égard de leurs clients. L'économie traverse une crise de liquidité et la finance doit, et cette fois-ci peut, pleinement jouer son rôle de soutien dans cette période. Le Congrès américain s'est également illustré par la rapidité avec laquelle il s'est mis d'accord pour adopter un plan de soutien sans précédent. Plus de 2 000 milliards de dollars sont débloqués, dont 600 milliards pour les ménages, 380 milliards pour les PME. On s'attend encore à entre 200 et 250 milliards supplémentaires qui devraient être prochainement débloqués. Des aides aux communes, aux États, aux services publics, absolument nécessaires dans cette période. Alors peut-être de manière un peu cynique, on pourrait croire que le Congrès a agi aussi rapidement car 2020 est une année électorale et les enquêtes d'opinion sont aujourd'hui encore contrastées. D'un côté, on a le taux de popularité du président Trump qui gagne 2 points en 2020, à 44% d'opinion favorable. Et de l'autre, on voit le camp démocrate serrer les rangs autour du candidat modéré Joe Biden, ce qui est différent d'il y a 4 ans et qui aura certainement été aussi un facteur de soutien au marché et notamment le secteur de la santé aux États-Unis. Alors justement, au sujet des marchés financiers, notre directeur des gestions, Jean-Marie Mercadal, avec qui nous travaillons sur l'allocation stratégique du portefeuille, décrit les événements récents en 3 actes. Le premier, on le voit ici à ce slide, c'est le passage d'un optimisme panglossien sur les marchés où tout va bien dans le meilleur des mondes, les actifs risqués et de refuge avancent en tandem à l'image de l'indice Nasdaq et de l'once d'or sur le graphique de gauche. Et on passe à l'incertitude pandémique où la crise sanitaire se globalise et on se dit que cette fois, les banquiers centraux n'auront pas l'arsenal pour combattre justement cette crise sanitaire. C'est pourquoi la rapidité et l'ampleur avec laquelle les banquiers centraux ont agi a très clairement été saluée par les marchés. Et on voit ce rebond s'opérer depuis quelques semaines. Et on se retrouve aujourd'hui à l'acte 3, dans une période d'incertitude où des scénarios multiples de déconfinement se confrontent comme une série de bras de fer. Les entreprises devront choisir entre efficacité et résilience, notamment pour chercher à diversifier leur chaîne d'approvisionnement. Les ménages seront amenés à déterminer si cette période n'est pas plus propice à la frugalité ou à constituer une épargne de précaution. Les économistes vont débattre des effets de l'injection massive de liquidités dans une économie sous contrainte d'offres, ce qui nous amènera à arbitrer entre actifs réels et monnaie fiduciaire, de revenir ou pas sur la gestion value, qui aura peut-être pas autant besoin de baisser ses standards de qualité pour trouver des actifs sous-évalués. Et on aura à déterminer si la gestion passive est le véhicule adéquat pour s'exposer à un marché avec de telles dispersions sectorielles et de telle inefficience. Je prends exemple, encore une fois, sur ce qui se passe sur les ETF sur les marchés financiers cette semaine. Alors, merci pour cette première partie. Et en fait, ce qu'on comprend, c'est que la réactivité et la radicalité des décisions qui ont été prises par à la fois le gouvernement fédéral et la Fed ont quand même contribué à détendre un peu le stress de marché. Néanmoins, il n'en reste pas moins vrai que les scénarios de reprise sont multiples. Et dans ce contexte, quelles sont selon toi les bonnes questions que doit se poser un investisseur avant de s'exposer, de renforcer ou de racheter ses positions sur le marché américain? Alors peut-être la première question est comment je peux diversifier mon risque? Et par la simple constitution des indices américains et européens, on constate des différences notoires, notamment en faveur de la technologie, qui est probablement, si on peut dire ainsi, le grand gagnant de cette crise. Le télétravail va probablement survivre au coronavirus, la technologie aidera les entreprises à rebondir plus rapidement, la digitalisation va modifier la manière dont les entreprises vont interagir avec leurs clients dans bon nombre de secteurs, des clients qui seront
peut-être plus à même de partager leurs données au nom de la sécurité sanitaire. La seconde question est comment incorporer de la résilience dans mon portefeuille. Et l'histoire nous montre que le marché américain résiste davantage dans les périodes d'aversion au risque et 2020 nous le démontre encore. La troisième question est quelle typologie d'actifs, de titres je dois favoriser. Dans ce contexte incertain, nous préconisons la qualité, les leaders en situation de quasi-monopole. Et ici, on commence à entrer dans les spécificités du portefeuille d'Ophi Invest US Equity avec les caractéristiques de chacun des trois gérants. Edgewood mesure les obstacles que les concurrents doivent surmonter et Visa est un exemple parlant avec des barrières à l'entrée très importantes grâce à son effet de réseau et sa marque établie. Ses flux de trésorerie lui permettent d'acquérir et de consolider des menaces qui peuvent apparaître, comme on l'a vu en début d'année. Baron, lui, opère dans le segment des petites et moyennes capitalisations. Donc, il est plus conscient que la cyclicité fait partie intégrante de la vie d'une entreprise et privilégie les situations bilancielles solides, un alignement d'intérêts avec les actionnaires minoritaires, une culture de l'innovation, une capacité d'intégration. Et là, Illumina est un exemple qu'il détient depuis quelques temps maintenant et qui occupe une position dominante dans la technologie du séquençage de l'ADN, qui est au tout premier stade de son développement. Kinetics, lui, a une approche plus value et donc va chercher le catalyse qui va permettre de libérer la valeur intrinsèque d'un actif sous-valorisé. C'est le cas, par exemple, de Texas Pacific Land Trust, qui détient des terrains dans le bassin Permian au Texas et où les trustees ont voté il y a 2 semaines en faveur du changement de statut pour passer d'un trust à une société anonyme, ce qui va leur permettre d'avoir plus de visibilité et de liquidité, ainsi qu'un meilleur alignement d'intérêts avec les minoritaires. Le marché, dans cette période certaine, privilégie les sociétés en situation de monopole. Ici, on compare le secteur aérien à Google. Alors, on s'est basé sur les données à mi-2009 pour éviter le bruit qu'on a actuellement, mais bien que le chiffre d'affaires, on voit bien que le chiffre d'affaires soit plus important pour le secteur aérien, la marge bénéficiaire, la croissance de ce chiffre d'affaires, l'avantage technologique et les parts de marché font toute la différence. Donc, il faut se poser la question, où puis-je trouver ces leaders? Et ensuite, comment faire en sorte de rester investi sur ces titres en ayant une approche de long terme? Comme on le voit ici, on les rémunérait pour rester assis sur ces investissements. En loupant les 5 meilleures journées entre 1999 et 2019, on loupe pratiquement un tiers de son gain potentiel. Et on verra que 2020, cet écart s'allongera avec les forts et violents rebonds que l'on a connus sur les marchés ces dernières semaines. Donc, si on retient ce que tu viens de dire et si on synthétise, hein, on va trouver 3 éléments clés. L'investisseur doit se reposer sur les fondamentaux, privilégier les valeurs de qualité et en position de monopole sur leur marché. Et j'allais dire, cela va de soi, privilégier l'investissement de long terme lorsqu'on s'expose aux actions américaines. Alors, à ce titre, hein, une fois qu'on a rappelé ces fondamentaux, est-ce que tu peux nous préciser en quoi le fonds Ophi Invest US Equity répond à ces 3 éléments clés et quelle est la valeur ajoutée de ce produit? Bien, tout d'abord, Ophi Invest US Equity dispose d'une caractéristique assez unique, qui est que ce véhicule permet de vous exposer à un large spectre d'opportunités avec sa couverture globale du marché américain dans un seul véhicule. Nous avons 3 mandats délégués, chacun avec ses spécificités et opérant dans un segment bien spécifique et avec très peu de recoupement entre eux. Edgewood, qui représente à peu près 40% du portefeuille aujourd'hui, opère sur les grandes capitalisations avec un biais croissance-qualité. Baron, lui, qui représente à peu près 30% du portefeuille, un peu plus de 30%, se focalise sur les petites et moyennes capitalisations avec un biais croissance. Et Kinetics, lui, regarde l'ensemble du marché, mais avec un biais plus value, avec, dans l'esprit, comme on disait tout à l'heure, des situations spéciales avec des catalystes qui vont libérer cette valeur.
Donc, on a un portefeuille bien diversifié. Et ce sont 3 gestionnaires aguerris et complémentaires avec peut-être une caractéristique commune qui est cette approche à long terme. La performance sur longue période est satisfaisante puisqu'on est premier quartile depuis création et en ligne avec les marchés depuis le début de l'année, bien que nous ayons près du tiers de l'allocation en petite et moyenne capitalisation qui ont été plus durement touchés dans cette période récente. Dans les principales, on voit dans la structure du portefeuille un biais technologie et large cap, et les grandes capitalisations. Dans les principales positions, on a également ce biais technologie, et comme nous vous l'indiquions précédemment, devrait tirer profit des changements qui vont s'opérer dans cette sortie de crise. On veille à maintenir un faible overlap entre les gérants. Seulement 3 positions sont communes à 2 gérants. Généralement, on essaye de limiter cela. Donc, pour résumer, on a un fonds, un véhicule qui vous permet d'être exposé sur un large spectre d'opportunités avec une approche de long terme et un portefeuille relativement concentré puisqu'on essaye d'avoir entre 20 et 30 titres par gérant, qui correspond à un portefeuille total de 90 à 100 positions. Donc, c'est un fonds cœur de portefeuille, toute capitalisation avec une approche, on va dire, blend. Bien, écoute, merci. Je crois que tu as été très clair sur à la fois les explications de la situation macroéconomique aux US, ta vision sur les différents scénarios probables et les bonnes questions qu'il faudra se poser dans les semaines et les mois à venir. Et puis enfin, rappeler les caractéristiques, les grandes caractéristiques de ce portefeuille OFI Invest US Equity. Voilà, j'espère que ça vous aura éclairé. Je vous rappelle que vous pouvez nous poser des questions par écrit et que nous y répondrons par écrit. Je voudrais aussi vous rappeler que le fonds est enregistré au sein des contrats d'assurance d'Apicil, de Cardiff, de Generali, de la Mondiale Partenaire, de Viplus, de l'UNEP et de Swiss Life, ainsi que sur les plateformes Norcia et Alphéis. Et puis, avant de vous quitter, je voudrais vous rappeler aussi que vous pouvez prendre contact avec Bertrand Conchon, qui est directeur des partenariats CGP, et de sa collègue Anissa Italie. Et il me reste, avant de vous quitter, à vous adresser toute notre amitié, à vous souhaiter bon courage pour les quelques semaines qui nous restent en confinement. Et prenez soin de vos proches, prenez soin de vous, et on prendra beaucoup de plaisir à vous retrouver dès le 11 mai, j'espère en face à face. À très bientôt. Au revoir.